L'objectif de ce colloque, dans mon esprit, c'est d'essayer de contourner ou de supprimer les obstacles vers ce qui devrait être une évidence. L'intérêt général, c'est d'abord celui de la santé publique. Alors, quelles sont ces faiblesses? J'en ai relevé 5 grandes catégories, je ne veux pas être trop longue. La première, c'est l'accès à l'information. C'est un accès malaisé. Chacun prône la transparence, mais nous savons tous que dans la vraie vie, l'accès aux informations essentielles est quand même assez difficile. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Le secret des affaires, au hasard. Nous avons des textes communautaires, je pense à une directive qu'Aucrigène nous connaissons bien, la 2001-18, qui concerne les OGM, qui dit qu'il ne peut pas y avoir de secret sur les études qui concernent la santé et l'environnement. Ah ben, c'est peut-être vrai dans la directive, mais ce n'est pas vrai dans la vie. On n'a pas accès à ces études. C'est extrêmement difficile. Il faut chaque fois faire une procédure judiciaire pour essayer de les obtenir, et encore, on ne les a pas à tous les coups. Deuxième élément, une information volontairement biaisée. Les cigarettiers savaient dans les années 50 ce que c'était que le tabagisme passif, ce que c'était que l'accoutumance des enfants, très différente de celle des adultes. Les conséquences, bien entendu, sur le cancer du poumon. Tout cela a non seulement été dissimulé, ce qui est déjà en soi criminel, mais par-dessus le marché, ils ont organisé une information, enfin, si on peut appeler ça une information, une désinformation, pour éviter que l'on le sache. Et lorsque on se rapproche, quand je dis « oh », ce sont des chercheurs engagés, je reviendrai sur ce point tout à l'heure, eh bien, comme par hasard, les scientifiques qui produisent des études qui ne vont pas dans le sens de celui des cigarettiers, des gens de l'amiante, mais rassurez-vous, c'est pareil pour les pesticides et le reste, sont des gens peu fréquentables, qui ne sont pas reconnus par leur père, qui ont des problèmes personnels, etc., etc. Et puis on est toujours dans ce système, et c'est un troisième point, de ce que j'appelle la fausse contradiction. Exemple climat, vous avez 99% des scientifiques qui disent quelque chose, moins de 1% qui disent le contraire, et on va les mettre sur un pied d'égalité pour montrer qu'on fait la contradiction. Vous savez, c'est une demi-heure pour Hitler, une demi-heure pour la Shoah. C'est à peu près la même théorie, c'est pareil. Et puis, enfin, des organismes d'expertise qui ne jouent pas leur rôle, j'aurai l'occasion d'y revenir, et qui surtout refusent de fournir les études sur lesquelles ils s'appuient pour donner des avis. Deuxième sujet, des recherches difficiles à mener et un débat scientifique difficile à nouer. Ce qui, au début du siècle, apparaissait comme une chaîne logique, recherche fondamentale, recherche appliquée, application, ne joue plus dans ce sens-là. C'est application qui entraîne demande de recherche appliquée et, le cas échéant, de la recherche fondamentale. Il n'y a que très peu de domaines dans lesquels on garde une vraie recherche fondamentale. Et donc, sur des sujets majeurs sur lesquels on voudrait avoir des réponses, il n'y a pas de recherche. Troisièmement, vous allez en reparler certainement beaucoup cet après-midi, je suis toujours dans le chapitre recherche, les conflits d'intérêts. Permanents ou pas permanents, au sein des organismes d'expertise publique, on considère par exemple qu'il est tout à fait normal que des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle l'ILSI, qui est un organisme qui est en fait le lobbying de l'agroalimentaire européen, pour parler clair, siègent comme experts au sein de l'EFSA, ça ne pose pas de problème. Ça vous donne une idée de ce qu'on appelle les portes tournantes et de la difficulté qu'il y a quand il y a des conflits d'intérêts à avoir des expertises qui en sont vraiment. Quatrièmement, des normes et des cahiers de charges inspirés trop souvent par les lobbies. Lorsqu'on regarde en détail les cahiers des charges qui servent à faire les expériences, les expérimentations, les règles qui sont posées sont des règles qui pouvaient peut-être être justes à un moment du temps, mais ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, de rester encore aujourd'hui sur un système, c'est la dose qui fait le poison, est absurde. Par exemple, pour les questions de perturbateurs endocriniens, c'est pas vrai. Dernier point, une politique publique dont je dirais à minima qu'elle est ambiguë, et je suis assez aimable dans l'emploi de ce terme, c'est-à-dire un refus de mettre en place une réelle évaluation des coûts sociaux liés aux pathologies environnementales. Or, on est dans un monde qui est commandé par l'économie. Si réellement on tirait les conséquences économiques
de ce que l'on sait, eh bien les choix seraient tout à fait différents. De temps en temps, on vous dit il y a X milliers de morts, ça coûte combien de temps au PNB annuel, et puis on passe au chat crevé, écrasé suivant, et plus personne n'en parle plus. C'est pas un sujet. Deuxièmement, le chantage à l'emploi et le dumping environnemental et sanitaire. Si vous nous obligez à faire ça et ça, les dernières industries que nous avons vont partir. Des textes qui restent toujours au milieu du gué. Alors oui, on a des progrès, on a un texte sur les lanceurs d'alerte, on a des textes sur l'expertise, on a un certain nombre de choses, mais on ne va jamais au bout. Nous avons en France, et nous le disons bien souvent les uns et les autres, un ministère de la maladie, on n'a pas un ministère de la santé. C'est-à-dire que la prévention n'est pas le point numéro 1 de toute politique publique sanitaire. Et tout ceci donne, et c'est le dernier point de mon propos, des règles de droit qui sont inadéquates. Évidemment, quand vous mettez bout à bout le fait que vous n'avez pas les bons éléments d'information, que vous n'avez pas les études qu'il faut au niveau de la recherche, que vous n'avez pas d'études convenables sur le jeu commun de la plurifactorialité, quand vous arrivez au juridique, vous êtes légèrement gêné aux entournures. Le vrai sujet, c'est on fait quoi maintenant ? Alors, c'est des stratégies de contournement, c'est des stratégies de coordination, c'est des stratégies de rassemblement, c'est faire bouger les règles petit à petit. Et parfois, ça marche. Je dirais qu'il y a un domaine, me semble-t-il, aujourd'hui, où les choses commencent à décoller. C'est la question du climat. Dans beaucoup de pays du monde, les magistrats commencent à avoir la même réaction à l'égard de l'inefficacité de l'action des pouvoirs publics quand c'est la vie des gens qui est finalement en cause et l'avenir même de l'espèce humaine. Eh bien, le sujet est exactement le même pour la santé publique, sauf qu'on n'en a pas encore pris conscience, mais je pense que ça viendra. Et ce qui est en train de se passer, me semble-t-il, au niveau de la justice climatique, pourrait bien se passer aussi au niveau de la justice sanitaire. Je vous remercie.